Culture Soccer. Culture Soccer. Tout va dans le meilleur des mondes à Montréal, ou presque. Bienvenue à tous les auditeurs de Culture Soccer, le podcast à l'animation Adi Raphaël, ici pour vous parler du CF Montréal ou Club de foot de Montréal ou anciennement l'Impact de Montréal. On va faire un spécial sur le Club de Montréal aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, du bon et du moins bon. Et on est là avec deux personnes qui sont très, très reconnues au sein de la communauté montréalaise et au sein, en fait, des médias montréalais. Nul autre en premier, le créateur et le fondateur de Vieux-Parc, mon ami Éric Chenois. Salut Éric, comment ça va? Salut Adi, ça va très bien. Très content d'être de retour au podcasting. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, donc c'est toujours un grand plaisir. Et je profite de l'occasion pour te féliciter et te remercier de ton excellent travail dans la couverture du CF Montréal. Une chance que tu es là, Adi, une chance que tu es là. Merci beaucoup, Éric. C'est très gentil de ta part, mais je ne fais que mon travail. Mais d'un autre côté, on a quelqu'un d'autre qui est là aussi, qui est devenu presque un habitué du podcast de Culture Soccer. Ben, c'est nul autre que Mathias Van Hals. Je ne vais pas nommer toutes les choses qu'il fait parce qu'il en a fait des millions, mais bien évidemment, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur impactsoccer.com, son site web. Salut Mathias, comment vas-tu? Bonjour à tous. Si j'avais reçu ne serait-ce qu'un dollar par chose que je fais, je serais donc millionnaire. Ah oui, ce serait beau. Ouais, bon, en tout cas, de nous trois ici ensemble, je pense qu'on serait 3 millionnaires aussi. Mais je pense quand même qu'on est très heureux de faire ce qu'on fait. Puis on le fait aussi plus par passion qu'autre chose. Donc voilà. Oui. Parlons un peu et rentrons directement dans le vif du sujet. Écoutez, le CF Montréal, qui, on se rappelle, a changé de nom au mois de janvier 2021, le 14 janvier pour être très, très précis, qui est passé de Impact de Montréal au CF Montréal, Club de foot Montréal, qu'on a beaucoup de mal à gober. Beaucoup de factions ont beaucoup de mal à gober. D'autres personnes sont beaucoup plus positives. Maintenant, dernièrement, il y a une semaine de ça, ou même quelques jours, l'exclusion d'une section de supporters, en fait, pas juste la section d'un groupe de supporters, mais toute la section 132 du Stade Saputo a été bannie indéfiniment. Les gens qui avaient des billets de saison dans cette section-là, la plupart, c'était le cas pour une grande partie d'entre eux, on dénombre aux alentours de 157 abonnements de saison qui ont été résiliés avec aucune possibilité d'en reprendre ailleurs. Gros choc de la part d'une équipe qui a du mal déjà à rassembler beaucoup de monde dans son stade. Grosse décision, à raison ou à tort, ça, on vous laisse prendre votre propre raison là-dessus et de prendre votre propre position si jamais vous en avez une. Mais en tout premier, j'aimerais, Éric, que tu nous parles un peu de cette section 132. Parle-nous parce que tu as été longtemps dans cette section avant d'avoir son accréditation en tribune de presse du Stade Saputo. Donc, présente-nous un peu la section 132, les groupes de supporters qui sont là et bien évidemment la raison de vivre un peu de cette section-là. Ouais, je pense qu'il y a des points à mettre sur les i et des barres à mettre sur les t parce qu'on a lu beaucoup de choses dans les derniers jours. On a entendu aussi beaucoup de choses dans les derniers jours qui ne sont pas tout à fait, je vais dire, factuellement réelles. Donc, on va essayer de un petit peu expliquer à tous ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le concept de quoi il s'agit. En commençant par la 132, ce qu'on a vu cette semaine, c'est l'Association des supporters de l'Impact de Montréal. C'est son nom officiel. Ils n'ont pas changé pour CF Montréal encore. Je ne pense pas qu'ils le fassent d'ailleurs. Mais on a vu cet organisme-là arriver un peu sur la place publique, notamment via le communiqué en fait, du club dans lequel l'association des supporters était clairement mentionnée. C'est un organisme qui est là depuis, en fait, ses premiers pas de cet organisme-là, c'était en 2011. Il était officiellement fondé, je crois, en début 2012.
c'est un organisme qu'on n'a pas vu beaucoup au fil des ans, mais qui est là, en fait, pour représenter l'ensemble des abonnés dans la section 132, dans le bas de la section 131, et à l'origine, même si ça a changé depuis, en 127 aussi. Au fil du temps, 127 a décidé de se dissocier de l'association de supporters pour diverses raisons. Il n'y a pas eu de conflit ni rien, mais ils avaient leurs intérêts de le faire, donc ils se sont retirés au fil des ans. Ça, c'est une chose que les gens ne savent pas vraiment, c'est que cet organisme-là existe. Il est là pour défendre, comme je disais, les intérêts des abonnés et représenter aussi l'ensemble des groupes qui sont en 132. Bon, ce qu'on entend le plus souvent, généralement, c'est la 132, c'est les ultras, c'est les ultras, c'est les ultras. Il y a 150 ultras, il y a X ultras, les ultras ont fait ceci, les ultras ont fait cela, les ultras pensent comme ci, les ultras pensent comme ça. Il n'y a pas juste les ultras en 132, il y a beaucoup de groupes. Nommément, il y a Front commun Montréal qui est là depuis de longues années. Il y en a d'autres aussi, des groupuscules peut-être un petit peu moins évidents, moins visibles, mais tous ces groupes-là sont reconnus à tout le moins par l'Association des supporters de Montréal, dans une certaine mesure par le club. Je pense qu'il y a un seuil limite d'abonnement à avoir pour être reconnu comme un groupe officiel en MLS. Je pense que c'est 20 abonnements, donc 20 membres. Maintenant, il y a beaucoup de ces groupes-là qui ne sont pas intéressés à s'afficher, à afficher leur liste de membres et à dire ouvertement qui fait partie de quel groupe et tout ça. Donc, c'est un peu difficile d'être reconnu officiellement par le club à ce niveau-là. Mais ces groupes-là existent. Donc, il y a beaucoup d'amalgames qui se font. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe un truc en 132, c'est les ultras. À chaque fois qu'il y a une bannière qui est sortie, c'est les ultras. À chaque fois que quelqu'un pète un petit peu trop fort, c'est un ultra. C'est pas toujours le cas. Généralement, quand on voit une bannière qui sort en 132, par exemple, nommément Gilmore des Callis, très très vulgaire comme message, si elle n'est pas signée, généralement, c'est soit l'initiative personnelle de quelqu'un qui est en 132, soit c'est une initiative collective. Généralement, c'est le cas. Dans ce cas-ci, c'est probablement une initiative collective, donc c'est-à-dire que c'est un message de la 132 au complet. Donc, tout mettre tout le temps sur le dos des ultras, ça ne marche pas tout à fait. C'est comme dire, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal dans telle entreprise, c'est toute l'entreprise qui est responsable. Comme par exemple, je vais prendre un exemple bien simple et bien plate, il y avait une fuite de données à un moment donné chez Desjardins. C'est comme si on accusait tous les gens de Desjardins d'être responsables de ça et de l'avoir causé délibérément. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, les ultras sont le groupe le plus important et le plus visible et le plus vocal. Cependant, ils ne représentent pas l'ensemble des abonnés en 132, loin de là. Ils n'ont jamais représenté l'ensemble des abonnés dans la section supporters, que ce soit en 114 ou en 132. Ils ont toujours été le groupe le plus important, oui, mais ils n'ont jamais été, j'ai envie de dire qu'ils n'ont jamais été la majorité, en fait. Donc voilà, ça situe un petit peu l'état actuel des choses. Maintenant, moi, ça fait quand même plusieurs années que je me suis éloigné de la 132, mais ça reste que, c'est quelque chose que moi, j'ai pu observer au fil des ans. J'ai été une bonne dizaine d'années impliqué dans les ultras, donc je sais un peu la dynamique. Je serais très, très surpris que soudainement, tout le monde se soit intégré aux ultras et se revendique UM02 comme tel. Donc, pour moi, ça reste la même dynamique, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est plus important que les autres dans cette section-là, mais qui ne représente pas l'ensemble de la section. Donc, j'appelle un peu tout le monde à se calmer et puis à faire attention à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. La 132, c'est un univers en soi. C'est assez compliqué à comprendre. Des fois, c'est même compliqué à comprendre quand on en fait partie. Robert, abonné de saison depuis 2017 en 124. Désolé, mais ça m'étonnerait que tu saches exactement ce qui se passe dans cette section-là. Donc,
un petit peu de retenue sur les commentaires, ça serait peut-être le bienvenu. Je pense que tout le monde a besoin de prendre une petite bouffée d'air frais puis de se calmer un petit peu là, parce que ça dérape solidement. Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer qu'est-ce que la section 132, donc pas juste les ultras, mais plusieurs autres groupuscules, comme tu l'as dit, qui font partie de cette section et d'autres qui font partie d'aucun groupe, en fait, d'aucun groupe de supporters qui ont juste pris un abonnement de saison dans cette section pour être proche du bruit et aussi on s'entend que c'est l'abonnement de saison le moins cher, celui de la 132 et 114 aussi. Donc, pour ceux qui ont un plus petit budget aussi, prendre un abonnement de saison avec les groupes de supporters, c'est peut-être moins cher. Donc, et j'en connais des gens qui sont affiliés à aucun groupe de supporters et qui malheureusement sont bannis à vie ou bien indéfiniment. On ne sait pas à vie, là, c'est indéfiniment. Mais ça a tout l'air en tout cas. Mathias Van As, j'aimerais avoir ton avis par rapport à cette décision en premier. Quand tu as lu ce communiqué, quelle est ta première réaction, ta deuxième et ta troisième, si je peux me permettre? Ouais, tu fais bien de me demander ma deuxième et ma troisième aussi, parce que ma première, elle ne passerait pas à l'antenne, pas parce que c'est un gros mot, mais tout simplement parce que j'ai écarquillé les yeux très grands, j'ai ouvert la bouche et il y a eu un long moment de silence. Donc, évidemment, pour un podcast audio, c'est très compliqué. Ma deuxième réaction, ça a été de lire le communiqué en détail et de me dire, c'est pas un peu drastique, c'est totalement inattendu. Oui, il y a des choses qui sont passées peut-être, mais là, on passe vraiment d'une punition collective totalement sortie de nulle part. En fait, on en arrive là et on passe de rien, quoi. Donc, c'est ça, ça aurait pu être graduel. Il n'y a pas d'avertissement. Là, c'est carton rouge direct. Ce qui est quand même très, très rare dans ce genre de circonstances. Donc, c'était un peu de l'incompréhension. Ouais, ben écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que je me suis retenu, j'ai fait un tweet dessus en reprenant le tweet du communiqué. Puis je pense que je l'ai effacé peut-être 2-3 fois avant de mettre la version finale du tweet parce que ma première réaction était beaucoup de points d'exclamation et de points d'interrogation avec pas grand mot dedans. Je m'y attendais pas du tout. Puis après avoir lu le communiqué, j'ai comme l'impression qu'on punit toute une section pour les actions de quelques individus et sans enlever la gravité. Il faut souligner quand même la gravité de certains dérapements, on va dire ça comme ça, parce qu'il paraît que durant le match contre Toronto, il y a eu des gens de cette section-là, en tout cas que le club a identifié faisant partie de cette section-là, qui ont agressé les supporters de Toronto en sortie du métro. C'est ce qui a été expliqué et il paraît qu'il y a eu plusieurs événements de la sorte au fil des ans. J'ai comme l'impression qu'on punit après une section complète. Il paraît que. Ouais, ben c'est ça. Exactement. Exactement. Donc, il faut quand même là, relater les faits. C'est ça. Puis je soulignerais aller voir un tweet de Quentin Parisis qui a été posé des questions à la police parce que vu que ça s'est passé en dehors du stade et sur la place publique, pour avoir des faits, il faut demander à la police. Quentin l'a fait, donc allez voir ses tweets. Oui, effectivement. Donc, Quentin a fait un super beau travail d'investigateur, on va dire ça comme ça, ou de journalisme, si vous voulez. Mais vraiment, c'était de l'investigation profonde. Il a porté son chapeau d'inspecteur, puis il est parti voir ce qui se passe. Et bon, finalement, la police a dit qu'il n'y a jamais eu grand-chose. Ils n'ont jamais eu l'œil sur certains supporters. Ça n'a jamais été... un dossier pour eux. Je vais apporter une précision, moi. Ouais. Si on parle d'illégalité sur la place publique en dehors du stade, c'est quand que les vendeurs au marché noir vont se faire foutre dehors? Ah ouais, bonne idée. Ça, c'est une bonne question. Parce que ça, c'est des choses qui sont graves, c'est des choses qui sont illégales. Je n'ai pas regardé un ticket dernièrement, mais ça a longtemps été clairement écrit que la revente était interdite. Donc, si on veut faire appliquer la loi, faisons appliquer la loi et ne les laissons pas agir comme ça devant tout le monde. Non, tu as complètement raison. Ben, écoute, je continue avec toi, Mathias. Pour toi, quand tu regardes ça, OK, on essaye de comprendre. D'un côté, on essaye d'être neutre le plus possible parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai essayé d'être neutre. J'ai essayé de voir exactement pourquoi un club du côté business et du côté administratif et si jamais j'étais dirigeant d'un club, pourquoi je serais pris ce genre de décision.
Puis j'ai commencé à regarder les faits comme des faits, les rumeurs comme des rumeurs, ou vraies ou pas vraies. Et j'essaie de voir si jamais toutes ces rumeurs-là étaient vraies, quelle aurait été la meilleure alternative selon toi, Mathias? C'est La meilleure difficile. alternative, oui, c'est assez difficile la question que tu me poses. Il y a plusieurs choses que j'ai à dire là-dessus. La première, c'est que, comme tout à l'heure, je disais, il y a des alternatives graduelles. On peut faire preuve d'originalité. C'est un exemple que je donne comme ça. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu veux punir les supporters. Au lieu de fermer toute la section, tu en fermes la moitié en bas. Tu les coinces en haut. Ils peuvent assister au match. Ils ne sont pas contents parce qu'ils sont en haut, on les voit moins et c'est quelque chose. Tu vois quand même qu'il y a une punition, il y a quelque chose et tu dis, ben, moins vous allez être sage, plus la ligne, elle va remonter. Puis à un moment donné, ben, vous serez dehors. C'est un exemple. Parce qu'on a préparé l'émission, honnêtement, j'ai eu d'autres soucis. Je n'ai pas eu le temps de la préparer, mais c'est un truc qui m'est passé par la tête en 2 secondes. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire preuve d'originalité. Maintenant, la véritable question que je veux poser par rapport à ça, c'est quels sont les objectifs du club? Parce que le club ne s'est absolument pas exprimé sur ces objectifs. Ils ont parlé de leurs décisions, de ses raisons, de répression, mais après, ils veulent quoi? Ils ne l'ont pas dit. Est-ce qu'ils veulent que les ultras reviennent, enfin que la 132 se remplisse avec les mêmes supporters? Si oui, sous quelles conditions? Sinon, qu'est-ce qu'ils veulent à la place? Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne le sait pas. On ne le sait pas, ils ne l'ont pas dit. Et Ouais. autre chose que je rajouterais, on parle de durée indéterminée, mais les abonnements ont été révoqués jusqu'à la fin de la saison. Il y a déjà quelque chose de clairement déterminé là-dedans. Donc, ce n'est pas si indéterminé que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait et comment on arrange les choses, sous quelles conditions? Le club ne s'est pas prononcé là-dessus. Est-ce qu'il veut arranger les choses? Je vais lui donner le bénéfice du doute, oui, mais il ne l'a pas dit clairement. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à cerner en fait vers où le club s'en va. Déjà en commençant par le rebranding, on s'est exprimé là-dessus plusieurs fois. Une grosse coupure avec le passé en changeant d'Impact de Montréal à CF Montréal. Il y a eu beaucoup de revendications de la part des groupes de supporters d'essayer de se mettre, d'avoir une discussion entre les supporters et les dirigeants qu'ils ont refusé de faire. Finalement, ils l'ont fait pour un groupe de supporters, pas pour un autre. C'est quand même un peu bizarre de voir ça. On a comme l'impression que le CF Montréal veut complètement se couper d'une partie de ses supporters. En fait, ils veulent oublier l'histoire et les relations et ils veulent couper un peu le lien qui lie les Ultras de Montréal avec le CF Montréal. En tout cas, ça a l'air de ça, non, Éric Chenois? Oh là là. Par où commencer? Aïe, 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 aïe. C'est moi. J'ai été impliqué là-dedans pendant très longtemps. Faut que je pèse mes mots pour pas dire trop de choses qui vont être, comment dire, je veux pas trop enflammer non plus le débat. Enflamme! Moi, je suis là, aïe, aïe, aïe. enflamme! Ouais, mais je... Adi t'envoie une patate chaude et en plus, il a mis de l'huile en dessous. Hein. Ouais, non, c'est ça. C'est comme, Il en faut des fois. Les patates quelques... sans huile, c'est pas bon. Hein. Sacré Marseillais. Non, mais ça a toujours été difficile. Moi, personnellement, je suis arrivé dans ce groupe-là. Mathias s'en souvient parce qu'il traînait encore pas mal avec les Ultras à cette époque-là. Je suis arrivé en 2005. Honnêtement, c'était déjà le bordel. Donc, voilà. Hein, ça, c'est la mise en contexte. Moi, j'arrive, je suis complètement nouveau. Les relations sont tendues pour je ne sais quelle raison. Je suis nouveau, je ne sais pas, j'arrive. Donc voilà. Et après quelques matchs, il n'y a plus moyen de discuter avec le club. Les gens qui s'occupaient des relations avec le club sont carrément ignorés. Il n'y a plus moyen de discuter avec personne. Vers les 2 tiers de la saison, moi, j'essaye de nouer le contact avec quelqu'un à l'interne. Et personne ne me connaît, donc c'est encore la meilleure façon de procéder. Personne ne me connaît, je suis nouveau, donc je me dis, tiens, je vais tenter quelque chose. Je réussis à nouer le contact avec une personne à l'interne à l'époque. Et pendant quelques mois, comme ça, on discute.
mais de façon cachée. Donc, on avait des relations avec le club, mais il fallait qu'une grosse partie du club ne soit pas au courant de ce qui se passait. Donc, quand je dis une grosse partie, vous savez de qui je parle. Donc, tu vois à quel point c'est compliqué déjà depuis le début. Et puis, au fil des ans, ça a continué comme ça. Et je vais te dire honnêtement, les gens qui ont été le plus efficaces dans la gestion entre le club et les groupes de supporters, c'est ceux qui ont pris des initiatives personnelles dans l'ombre, sans en parler à personne. Généralement, c'est ça qui a le mieux fonctionné. On parle de part et d'autre ou tu parles des personnes du côté du club? Okay. C'est des gens qui se cachaient et qui agissaient. Je vais te donner un exemple qui va te faire probablement hérisser le poil sur les bras. En 2007, on fait un tifo pour célébrer nos 5 ans. On décide de tapisser toute la section en admission générale au Centre Claude Robillard de 3500 cartons de couleurs. On fait une mosaïque bleu et blanc. On a des bannières et tout. Donc, on passe une grosse partie de la journée à installer tout ça avant le match. Il fait très chaud, probablement proche de 30 degrés. Et puis, à la toute fin, il y a une personne du club qui arrive sur un kart de golf avec des bouteilles d'eau et qui arrive et qui nous balance ça et qui dit « Tiens, voilà, prends ça, prenez ça, je ne l'ai jamais fait, vous ne m'avez jamais vu. » Il continue son chemin. Juste nous amener des bouteilles d'eau parce qu'on avait travaillé comme des beaufs toute la journée sous le soleil. Ça, c'était inacceptable au sein du club. T'imagines? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, à partir. Je vais poser la question parce que ça fait 15 ans, même plus, à peu près, oui. Les gens au club ont changé, les gens dans les ultras et dans ce qui est devenu la 132, l'association des supporters ont changé. Et finalement, l'incompréhension, parce que là, ça témoigne vraiment d'une incompréhension de la part du club, est restée la même. Alors que si c'est des interlocuteurs différents, on peut s'attendre qu'à un moment donné, ça se passe bien. Mais j'imagine que quand même, entre-temps, ça s'est bien passé. Mais Eric, toi, j'imagine que tu peux plus en témoigner. Tu étais dedans, moi je ne traînais plus du tout là-dedans à cette époque-là. Donc, il y a quand même eu du mieux à un moment, ou pas? Oui, c'est sûr. Par contre, il a fallu qu'on travaille comme des défoncés pour avoir un peu ce qu'on voulait quand ils ont ouvert le Stade Saputo, quoi. Donc, le plan du club, c'était de nous foutre dans un coin, en haut, dans la latérale, un petit peu comme on était au Centre Claude Robillard, alors que nous, on demandait la section derrière le but, au niveau du terrain, pour avoir plus de visibilité, pour les drapeaux et tout ça, et puis attirer plus de gens, et puis être plus proche de l'action, puis influer plus sur le match. Il a fallu plusieurs semaines de négociations pour pouvoir avoir quelque chose. Quand on l'a eu, c'est venu du bout des lèvres, il faut le dire, grâce à notamment Daniel Namias-Léonard, qui est toujours d'ailleurs le cofondateur du groupe, qui a fait une présentation absolument impossible à refuser au club devant Richard Legendre. Et c'est Richard Legendre qui a décidé qu'il allait prendre la chance de nous donner ce qu'on voulait. Quand on nous a donné cette section-là, c'était vraiment on vous la donne, mais première chose qui ne fait pas notre affaire, c'est fini, vous retournez en haut dans le coin, et puis blablabla. Et puis c'est vraiment, il a fallu qu'on travaille vraiment fort pour gagner ces acquis-là. Mais dès qu'on a foutu le pied en 114, ils ont commencé à comprendre, quoi. Les gens autour ont trouvé ça fantastique, et puis soudainement, on passait à la télé, il y avait quelque chose qui se passait au stade, c'était intéressant. Je veux dire, je ne vais pas vous expliquer les bénéfices d'un groupe de supporters actifs, quoi. Je veux dire, tout le monde les connaît. Mais il a fallu qu'on travaille fort pour avoir ça. Donc, si Richard Legendre s'était fait pisser dans l'oreille par les gens qui étaient un petit peu contre l'idée et qu'il avait dit « Ouais, finalement, on ne prendra pas de chance parce que c'est des hooligans ou whatever », peut-être que les ultras, comme on les connaît aujourd'hui, en 132, en MLS, tout ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils accomplissent encore, peut-être qu'on ne l'aurait jamais vu, ça. Mais c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on a décidé de travailler avec nous, c'est parce qu'on a décidé de nous donner un privilège
Et puis qu'on nous a bien fait comprendre que la maison, elle n'appartenait pas aux ultras et blablabla, et qu'il fallait qu'on se tienne à carreau, et puis blablabla. Et puis, franchement, c'était lourd. C'était lourd. Juste pour avoir quelque chose qui nous semblait foutrement logique, il a fallu qu'on bosse pendant des semaines comme des défoncés. Puis finalement, voilà, on a gagné notre point, on a été très visible. Bon, la Ligue des champions, ça a aidé aussi, on a fait des tifos et tout ça, puis les gens ont commencé à comprendre ce qu'on essayait de faire. Ouais, il y avait des tifos magnifiques dans ce temps-là. Il y en a toujours eu, en tout cas, du côté de la section 132. Il y en a eu aussi du côté de la section 114. Hein. On ne parle pas, mais le but aujourd'hui, c'est de parler de la section 132 sans comparer les deux plus grands groupes de supporters du tout. Je suis désolé, Adi, mais ta patate a pris beaucoup, beaucoup de température parce que je l'ai mis dans une marmite et je vais la relancer à Eric avec de l'huile encore pire. Vas-y. C'est que ce que tu décris là, c'est que les ultras étaient perçus comme un mal nécessaire à l'époque. Sauf que maintenant, est-ce que tu penses, est-ce qu'aux yeux de certains, il ne serait plus nécessaire parce que maintenant, il y a un 1642, puis finalement, au revoir, quoi. Déjà, la prémisse de base n'est pas bonne. Hein. Je veux dire, on n'a jamais été... À cette époque-là, on n'était pas perçu comme un mal nécessaire, on était perçu comme un mal, tout simplement. Il y a beaucoup de gens dans l'organisation qui auraient préféré tout simplement qu'on dise « vous savez quoi, finalement, on va abandonner ». Je pense que ça aurait fait l'affaire de bien des gens. Puis je pense que ce sentiment-là, il reste quand même partagé par des gens certaines personnes qui sont là de longue date. Donc, il y en a sûrement là-dedans qui se sont dit c'est vrai qu'on a 1642 maintenant, fait qu'on n'a plus besoin de ces gars-là, puis qui se cassent, quoi. Donc ça c'est sûr que oui, il y a la présence d'un autre groupe de supporters, ça n'aide pas. Je veux dire, si 1642 n'existait pas, et il est 16h42 au moment où je l'ai dit, c'est très amusant. C'est vrai en plus, ouais. Je fais la même remarque au même moment. Bref, si 1642 n'était pas là, c'est clair que tu ne vires pas tout le monde en 132 parce que tout de suite, tu coupes l'ambiance. Il n'y a plus rien. Rien. Déjà, honnêtement, il n'y a pas de cloche. Contre Nashville, c'était moyen. Hein. On sentait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Et ce n'est pas contre 1642. 1642 a fait comme d'habitude, mais 1642, je ne veux certainement pas dénigrer ce qu'ils font. Mais ça montre quand même qu'en 132, il y a un volume et une énergie très intéressante, on va dire. Je pense aussi que, encore une fois, le but n'est pas de comparer les deux, et loin de là. Je pense aussi que c'est un tout, que 132 font leur travail, 114 font leur travail, sans même les comparer. Les deux ensemble font un très bon travail qui donne une ambiance générale qui est quand même très intéressante. Même si ils sont rarement en symbiose les deux ensemble. Ça arrive de temps en temps sur certains champs, mais n'empêche, ça crée une certaine ambiance pour tout le monde. Le travail des deux gros groupes de supporters, il y en a d'autres. Hein. La 127 fait un excellent travail aussi. On ne va pas tous les nommer, il y en a beaucoup de groupes de supporters, mais les deux plus gros, c'est les 1642 et c'est la 132. Donc voilà. Et je voudrais rajouter une petite chose pratique par rapport au match contre Nashville, par rapport à l'ambiance, parce que j'ai entendu dire certaines personnes « on n'entend rien », et d'autres dire « j'ai entendu aucune différence ». Je ne sais pas où ils étaient, alors il y en a sûrement là-dedans qui étaient de mauvaise foi aussi, mais il faut bien se rendre compte aussi que quand on est vraiment un bout à l'autre du stade, les gens qui sont en 1642 ou proches, qui n'aient pas entendu d'énormes différences par rapport à d'habitude, ça peut se comprendre parce que parfois les gens ne traversent pas tout le stade. Ouais. Et inversement, les gens qui étaient tout à fait à l'autre bout du stade, ils n'entendent pas forcément aussi bien la 1642 que quand on en est proche, et ils pouvaient trouver ça très très calme, d'autant qu'ils sont habitués d'entendre la 132 juste à côté d'eux. Donc ça aussi, oui, c'est clair qu'il y a des gens de mauvaise foi, mais il y a aussi des gens de bonne foi quand ils disaient ça, il ne faut pas leur tomber dessus. C'est ça, les deux avis se défendent en fait d'une certaine manière, j'ai comme l'impression. Je veux continuer la même analogie à propos de la patate, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je reprends la patate, je la mets sous de l'eau froide, puis je la remets dans l'huile, puis je la renvoie de nouveau à Eric. Et je veux te poser une question parce que on regarde ça, je sais que tu es un ancien membre des Ultras, un ancien membre de la section 132, tu l'as dit déjà plusieurs fois. Il faut quand même aussi, on ne peut pas dire que c'est tous des anges. On s'entend. Il y a malheureusement, il y a quelques brebis galeuses. Il y en a eu. Il faut quand même l'avouer. Donc, tu arrives à un moment où toutes ces accusations, quelque part,
il y avait un peu de fond, de certains fondements là-dedans. Est-ce que tu peux confirmer ou pas, ou expliquer le fait que oui, il y a quelques brebis galeuses, sauf que ce n'est pas le groupe au complet? Bref, en tout cas, qu'est-ce que tu penses de tout ça et qu'est-ce que le club aurait pu faire par rapport à ces brebis galeuses-là? Bah, écoute, honnêtement, 95% du temps pour quelqu'un qui est dans les Ultras Montréal ou dans la 132, ça se résume à chanter, mettre de l'ambiance, créer des tifos, créer des bannières, faire des déplacements, supporter son club, quoi, finalement. Et puis, tu as un petit 5% là-dedans où tu vas avoir des débordements, où il va y avoir des problèmes qui sont soit causés par les supporters adverses, soit causés par les supporters de ton club. C'est pas noir ou blanc. Il y a une grosse zone grise quand il y a des incidents. Souvent, ça part des deux côtés en même temps. Quand c'est avec Toronto, moi, j'ai une grosse question qui me brûle les lèvres depuis l'annonce de la fermeture de la 132 et de cet incident-là dans le stationnement du centre Pierre Charbonneau. Cet endroit-là sert au rassemblement des supporters avant les matchs depuis nombre d'années. Les supporters torontois sont supposés être encadrés dès leur sortie du métro. Qu'est-ce qu'ils foutaient en plein milieu du stationnement? Qu'est-ce qu'ils foutaient en plein milieu du stationnement? Et puis là, ce n'est pas une question de savoir, bon, qui a attaqué en premier, qui est arrivé avec une planche, qui a lancé des bombes incendiaires. On s'en contrefout. C'est qu'est-ce qu'ils foutaient là? Je comprends. Et surtout qu'il y a un autre moyen d'y arriver au stade. Hein? Et c'est une question de sécurité aussi. C'est ça. De nouveau. S'ils sont supposés être encadrés, et si d'après le rapport de police et tout ça, ben, la sécurité a agi quand même relativement rapidement et a séparé les groupes, c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient là. Je comprends. Encore une fois, je comprends. Et comme je l'ai dit, il y a une autre manière aussi d'accéder au stade en allant vers le stade olympique sans passer par ce fameux stationnement-là. Donc, ils auraient très bien pu, si jamais ils étaient effectivement encadrés, prendre la longue route, on va la dire comme ça, même si elle n'est pas trop longue, n'empêche, c'est peut-être 2 minutes de plus, et prendre sa longue route-là au lieu d'aller de ce côté-là. Donc, il y avait un moyen d'empêcher ce genre de choses-là. Mais tu as évité ma question. Tu as évité ma question, Eric, puis j'aime pas ça. Je veux que tu parles des brebis galeuses. Avant de repasser à ta question, en fait, non, ça en fait partie. Ça fait partie de la réponse. Les brebis galeuses, hein, parce que c'était cet incident-là aussi, supposément perpétré par des gens de la 132, même si on n'est pas capable d'identifier les gens qui devraient normalement être éjectés du stade. Hein, c'est la version aussi simple que ça. Là, je vous laisse décider si ça fait du sens ou pas. Les brebis galeuses, là, parce qu'on a mis ça évidemment sur la tête des ultras comme d'habitude. Les ultras, à ce que je sache, au fil des ans, n'ont jamais participé à un tailgate dans le stationnement du centre Pierre Charbonneau. Jamais. Puis là, soudainement, du jour au lendemain, pouf, ils apparaissent là et ils sont là en train de faire des tailgates puis ils s'attaquent aux gens. Donc déjà, ça ne fait pas de sens. Qui a fait quoi, ça je ne sais pas. Maintenant, pour les brebis galeuses, je n'ai pas envie de parler de brebis galeuses. Honnêtement, oui, il y a des gens qui ont une vision qui est peut-être un petit peu plus portée sur le côté hooliganisme de la chose. Ces gens-là n'ont jamais fait partie des Ultras Montréal, de un. De deux, ça remonte à des années et des années et des années et le club n'a jamais rien fait pour adresser le problème. Il sait exactement qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Il sait exactement quand agir et il le fait parce qu'au fil des ans, oui, il y a eu des gens qui ont été interdits de stade. Et pour vous montrer à quel point ils sont capables d'identifier les gens, en 2012, il y a un type qui s'est fait bannir jusqu'à la fin de la saison parce qu'avant le match, il a sorti un fumigène de sa poche, il l'a refilé à un autre dans la tribune. Les deux ont été coincés grâce aux caméras de sécurité haute définition qu'il y a dans le stade.
Donc après, qu'on vienne me dire qu'on n'est pas capable d'identifier qui fait quoi dans la tribune, je suis désolé, mais ça, c'est un mensonge. Point. Barre. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, si je comprends bien, tu es en train de me dire que le club, selon toi, le club est au courant de l'identité des personnes qui pourraient faire ce genre d'actes et ils ont décidé de bannir toute une section pour une autre raison et on ne sait pas trop c'est quoi la raison. Écoute, c'est pas compliqué. Moi, ça fait 7 ans que j'ai quitté le groupe. En 7 ans, j'ai mis les pieds une fois dans la 132. C'était pour le 15e anniversaire des Ultras. Il y avait une réunion des anciens, blablabla. Je suis allé une fois. Quand j'ai lu le communiqué, je savais exactement qui était responsable de l'agression dans le stationnement. Okay. Mais le club, lui, qui deal avec ça tous les jours, qui connaît tout le monde, qui sait exactement qui fait quoi, il n'est pas capable d'identifier les gens. Mais moi, je sais c'est qui. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Mathias, je reviens à toi parce que là, on entend Eric parler, puis c'est quand même. Je regarde les constats encore une fois de manière extrêmement neutre et je trouve ça vraiment très dommage. D'un côté, on a comme l'impression que le club, le CF Montréal actuellement, est en train de scinder en deux son support. On s'entend, même peut-être plus qu'en deux. Bon, c'est un fait. Il y a eu le rebranding, ça a fait beaucoup réagir, on va dire ça, beaucoup de réactions. Et puis après, là, on a ce bannissement de la section 132 de manière pour une durée indéterminée. Comment on regagne la confiance des partisans? Pas juste les partisans qui sont bannis. Bon, parce que ça, c'est finalement, on peut me dire, c'est une petite poignée, c'est pas grand monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont neutres et qui regardent ça, qui sont là. J'aime pas comment ils traitent ces supporters-là. Moi, ça m'intéresse plus. Donc, comment tu fais pour regagner la confiance des partisans et la confiance non seulement de ces partisans neutres-là ou des gens bannis, mais en fait, de l'opinion publique? Parce qu'actuellement, l'opinion publique par rapport au CF Montréal, c'est que le CF Montréal s'en fout un peu de ses supporters. Je pense que j'invente rien du tout en disant ça. Tu n'inventes rien du tout et il y a autre chose que je rajouterais parce que ces gens dont tu parles qui se désintéressent du club, c'est le fonds de commerce du club. Et c'est ça pour moi que je trouve grave en fait et sérieux. C'est que ce qui est important dans un club de foot, c'est pas juste le match, tu vas au stade, tu sors du stade, c'est fini, tu as vendu de la bière, tu as vendu des trucs. Le club, il vit aussi grâce aux gens, souvent je prends la même caricature, qui en parlent le matin devant la machine à café. Et ces gens que tu vois sur Twitter, par exemple, qui sont très faciles à identifier parce que c'est des gens qui te suivent, qui suivent Eric, qui suivent Dave Lévesque, qui suivent Olivier Brett, qui suivent ces gens, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins actifs maintenant. Ouais. Et ils sont actifs un peu quand même quand ils en parlent aux gens qui connaissent. Et qui partagent leur amour du club, mais sinon, ils disent quoi? Ils disent « Ah, mais le club, il ne s'intéresse plus à ses supporters. Ah, parce qu'ils ont changé, parce qu'il y a eu le rebranding. Ah, parce que le rebranding a été fait comme ça, parce qu'il n'y a pas juste le rebranding, parce qu'il y en a qui sont contre le rebranding, mais il y en a qui ne sont pas contre un rebranding en soi, mais qui trouvent que la manière a été déplorable. Et donc, à chaque fois, depuis le début de l'année, que ces gens parlent à leur entourage du CF Montréal, ils en parlent négativement. Et surtout, ils en parlent de moins en moins, alors que c'est des gens qui ont la puissance pour faire venir du monde au stade, pour faire avoir des codes d'écoute à la télévision, pour avoir plein de choses. Et eux, c'est eux qui sont dégoûtés. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un très, 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 très gros problème. Ce n'est pas juste 157 abonnés plus les autres, parce qu'il n'y a pas juste 157 personnes dans la tribune 132. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas d'abonnement aussi. Est quand même assez rempli, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Et là, honnêtement, pour l'image, peut-être pas auprès du grand public, peut-être pas auprès des civiques, je ne sais même pas ce que c'est pour moi. Un civique, c'est quelqu'un qui roule trop vite dans le 4-5-0, mais bon, ça c'est autre chose. Mais auprès des gens qui vont y donner le plus d'amour à ton club, qui vont être là quand ça ne marche pas, qui vont le défendre bec et ongles, parce qu'ils l'aiment et parce qu'ils l'ont aimé pendant des années, même pendant les moments difficiles. Ton public, ce n'est pas le public qui vient à la finale de la Ligue des Champions. Ton public, c'est le public qui est là un mercredi de novembre quand il fait -2 degrés sous la neige
et qui viennent quand même alors que ton équipe n'arrête pas de perdre. C'est eux qui vont te soutenir jusqu'au bout parce que c'est eux qui vont te vendre en dehors du stade. Ouais, Et là, on sent vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment un énorme désamour. Pas forcément de la haine. Il y en a qui il y a de la haine, il y a les Gilmore Out, etc. Mais je ne parle même pas de eux. Je parle de ceux qui ont détourné la tête, qui ne viennent plus, qui avant allaient sur des forums de discussion, qui parlaient sur Facebook, Ils sont plus là. Ils sont juste plus là. Ils ont juste abandonné. Ils ont juste baissé les bras. Comment tu peux... C'est pas juste comment tu peux te débarrasser de 157 abonnés. C'est comment tu peux te détacher de tous ces gens qui aiment ton club. Ouais, mais en fait, c'est un effet boule de neige. Je te laisse continuer, Eric, mais c'est vraiment un effet boule de neige. Hein. Ça a commencé par le rebranding, ça continue par ça. On a l'impression qu'on est en train de vraiment, au fur et à mesure, complètement se désintéresser de toutes ces personnes qui sont attachées à certaines valeurs du club. Il y en a d'autres qui sont intéressées par d'autres valeurs et c'est correct. Ils sont encore là, ils sont très contents. Mais il y a une grande partie qui se sont désintéressées encore plus. Et comme tu le dis, Mathias, c'est que ces personnes-là parlent de leur désintérêt. Et en parlant de leur désintérêt, ben, il y en a d'autres qui embarquent, il y en a d'autres qui décident de les ignorer. Mais n'empêche, tu es encore une fois en train de réduire ta fanbase d'une certaine manière. Eric, excuse-moi, je te laisse continuer. Je vais poursuivre en fait sur ce que tu viens de dire, c'est que dans la business, tu as un concept qui est en vogue depuis plusieurs années. En fait, c'est les promoteurs et les détracteurs. C'est-à-dire que les promoteurs, c'est les gens qui adorent ta marque, qui vont en parler en bien, qui vont la promouvoir. C'est des ambassadeurs, en quelque sorte. Mm-hmm. Et ce que tu dois éviter, en fait, c'est d'avoir plus de détracteurs que de promoteurs, forcément. Puis, ce qu'on voit surtout depuis le 14 janvier, c'est que l'Impact /CF Montréal transforme ses promoteurs en détracteurs. Ça, c'est très, très dangereux. Parce que ce n'est pas une question de perdre des promoteurs et puis de voir ça qui s'érode tranquillement. Là, c'est carrément les voir changer de camp. Ça me fait peur parce que je me dis, merde, tu avais tous ces gens-là qui étaient fans finis. Hein? On va reprendre la belle expression de notre banque préférée. C'était des fans finis. Et puis maintenant, c'est fini les fans. Donc, c'est complètement farfelu. Puis tu parlais de 157 abonnés. Ouais, il y a ces 157 abonnés-là qu'on a carrément foutus à la porte. Mais tu en as combien en amont et en aval qui ont décidé que c'était fini les abonnements? Et tu en as encore combien? On en voit chaque semaine. Chaque semaine qui disent moi, c'est ma dernière saison, l'année prochaine, l'abonnement dans le cul. Ça s'en va où, là? Excusez-moi, les amis, et c'est une accumulation en plus. C'est pas juste une décision un jour, le rebranding, c'est une accumulation tout au long de l'année. Mais c'est ça. Et puis, les supporters, la 132 et tout ça, c'est bien beau, mais il n'y a pas juste ça, quoi. Là, ça fait 2 ans et 3 mois que Kevin Gilmore est en poste. C'est quoi ces réalisations? Concrètement, là, qu'est-ce qu'il a fait? Le rebranding. Le rebranding. Donc, détruire l'image et l'identité du club. De un. Puis là, maintenant, il s'attaque aux supporters. Donc, il détruit 20 ans de support actif. 20 ans de support actif. Il détruit ça. Maintenant, là. C'est ça le bilan en ce moment, là. On a scrappé l'identité du club et on tue ses supporters. À partir de quand est-ce qu'on sonne la cloche pour dire autre chose que ouais, on a marqué un but? Là, il faut sonner la cloche pour dire wow, fuck, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Ouais. Mais c'est ça, en ce moment, on ne le voit pas. On ne le voit pas nulle part. Mais les gens disent à demi-mot, dans les médias, il n'y a absolument rien, il n'y a absolument personne qui ose critiquer, à part quelques indépendants. Mais wake up, quoi. Parce qu'après, et vous irez lire le texte intitulé « Soyons expositifs sur Bioparc », on va arriver à une étape où on va commencer à parler de déménagement et où ce sera de la faute de qui? Ce sera de la faute des supporters.
Ouais. Alors que tout le travail de SAP en amont a été fait par le président. Et puis, ben, je suis désolé de vous le dire encore une fois, mais pour moi, ça ressemble énormément à ce qu'on a vécu avec les expos. Et Donc, un bon, déménagement de la franchise, selon toi, dans les prochains mois, voire prochaines années. Encore une fois, je vais avoir ton avis. J'ai eu celui de Mathias un peu plus tôt, enfin presque. Mais comment faire pour regagner la confiance? Est-ce qu'il y a un moyen où c'est fini, impossible de me faire marche arrière, impossible de revenir, de regagner la confiance? La confiance est complètement brisée. Ah ben là, je pense qu'il faut que tu fasses un virage à 180 degrés. Là, je pense qu'on est rendu là. On a passé C'est impossible de trouver un terrain d'entente quelque part ou c'est fini? Ben, terrain d'entente, tu veux dire avec la 132 ou avec tout le monde. des fans? Avec tout le monde. Ah, c'est ça, il faut faire un 180 degrés. Là, il faut dire, il faut faire un mea culpa. Il faut dire, écoutez, ben, on a fait fausse route. On va revoir nos façons de faire. Ça ne marche pas. On le constate un peu comme Columbus a fait récemment, un peu comme Chicago l'a fait, même si c'était moins assumé. Columbus, pour moi, ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Et puis, ben, on le voit dans les vidéos qui ont circulé cette semaine. Je pense que c'est l'amour fou. Tout est revenu au beau fixe. Je pense que c'est ça. Je pense que Gilmore est où? Ah non, je veux dire Saputo. Pas Gilmore. Saputo, je pense qu'il doit sortir et puis il doit faire ben, vous savez quoi? On s'est trompé. On va revoir notre position. Ça ne marche pas. Je n'ai pas envie de dire qu'il doit virer Kevin Gilmore, mais personnellement, avec le bilan que je viens de dresser précédemment, je pense que ça va être difficile de le garder en poste si on veut vraiment, vraiment, vraiment rétablir les ponts avec tout le monde. Donc, voilà, quoi. Moi, je ne suis pas un expert de la gestion d'entreprise et tout ça, mais il me semble qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que ça ne marche pas, là. Je suis pas, comme je dis, je ne suis pas un expert, mais bon, il me semble que les indicateurs ne doivent pas être ouverts partout là, en ce moment. Avant de passer dans la deuxième partie, Mathias, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as une autre idée qui ne serait pas aussi drastique? Parce que là, on parle de la décision drastique de la part du CF Montréal. Est-ce que tu es du même avis qu'Éric, qu'effectivement, si jamais on veut regagner la confiance des partisans qui sont déçus, pas spécifiquement ceux de la 132, mais les autres aussi qui sont déçus, ça passe par un virement de 180 degrés ou tu penses qu'il y a une autre manière d'y arriver? Bah, peut-être pas à 180 degrés, mais parce que je n'ai pas répondu à ta question tantôt, mais j'avais une réponse. Pour moi, il y a 3 points à la réponse. Après, les détails, c'est autre chose. Le premier, c'est faire amende honorable. Donc, c'est clair que c'est reconnaître ses erreurs, c'est certain. Maintenant, est-ce que c'est à 180 degrés et dire « Ah, on revient à Pack Montréal, l'ancien logo et tout », peut-être pas. Mais travailler ensemble, montrer sa bonne foi, ça c'est très, 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 très important. Montrer sa bonne foi et dire « Écoutez, nous, on pensait vraiment, vraiment, vraiment bien faire. Là, on se rend compte que ça ne marche pas. Et là, on va travailler ensemble de nouveau et rétablir des ponts. Donc, rétablir des ponts, c'est travailler ensemble. Mais, et évidemment, il n'y a pas la réponse. Pour ça aussi, ça dépend des objectifs du club. Donc, que veulent-ils? Le veulent-ils et que veulent-ils? Ça, il faudrait peut-être qu'ils le disent un peu clairement. Ça, c'est plus par rapport à la 132, évidemment, et à ce qui se passe derrière le but. Mais disons que pour le moment, avant, on avait des objectifs et on n'avait pas de plan. Maintenant, on a peut-être un plan caché sans objectif. On ne sait pas où on va. Et donc, de ce côté-là, il y a un manque de clarté, un manque de transparence qui, je pense, aussi fait partie des irritants pour certains supporters. Très intéressant, très intéressant. Écoutez, je pense qu'on a parlé de cette facette un peu du CF Montréal, je pense en long et en large. On va passer à la partie 2 un peu de ce podcast, qui ne sera pas aussi longue, bien évidemment. Mais par contre, c'est dommage parce que pour une fois, depuis très, très, très longtemps, sur le côté sportif, les choses vont mieux. Éric, tu l'as dit plusieurs fois sur Biopark. Mathias, même chose, tu l'as dit plusieurs fois sur impactsoccer.com. C'est quand même intéressant ce qui se passe du côté sportif. On a une direction sportive qui est assez intéressante avec un Olivier Renard qui va faire ce qu'il sait faire de mieux, hein, aller amener de bons joueurs de la MLS, amener des jeunes avec du potentiel à travers l'Europe
c'est quand même des paris. Il y a certains qui sont bons, il y a certains qui vont être mauvais. Il faut faire attention. Il y a quand même une marge d'erreur là-dedans. Il faut faire attention à ça. C'est pas chaque transfert qui fait que ça va être sûrement une réussite. C'est impossible. Il n'y a personne qui a 100% de réussite en tant que directeur sportif. Mais il y a quelque chose de bien. Mais aussi sur le terrain, il y a quelque chose de bien avec Wilfried Nancy. On va être honnête, il n'y a personne qui s'attendait à ce que ça aille aussi bien avec Wilfried Nancy. Personnellement, avant le début de la saison, je regardais un peu ce qui se passait, je lisais un peu les réseaux sociaux, je parlais en privé avec plusieurs personnes, puis personne n'était convaincu par Wilfried Nancy parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il allait faire et comment il allait se comporter. Ben, jusqu'à maintenant, on a comme l'impression, on a envie de l'applaudir, malgré quelques erreurs, bien évidemment, comme tout le monde, il en fait des erreurs. En général, le bilan jusqu'à maintenant, il est extrêmement positif, non seulement avec les résultats sur le terrain, le classement du CF Montréal, mais aussi dans la progression des joueurs, de présence individuelle et collective des joueurs de manière générale. Donc, c'est quand même dommage de voir ce genre de paradoxe au sein du CF Montréal, d'un côté où le côté administratif qui est un peu, je suis désolé, mais je vais utiliser une expression extrêmement familière, mais qui part en couille, et de l'autre côté, on a le fameux le volet sportif qui a l'air d'aller très, très bien, en tout cas pour une équipe qui était un peu à la dérive à un moment donné, avant l'arrivée de Thierry Henry, qui était complètement dans les bas-fonds, pas juste du classement, mais qui n'avait pas de vision sportive du tout. Donc, parlons un peu du jeu et des enjeux. Du côté de CF Montréal, on parle du côté sportif seulement. Énorme résultat mercredi passé à Orlando. Après une défaite à domicile, tu en as parlé un peu plus tôt, en tout cas du point de vue de l'ambiance, Mathias Van Ast. Tu as parlé de la défaite de Montréal face à Nashville, 1-0 à domicile. Ils vont à Orlando, une des meilleures équipes de la MLS actuellement, qui est supposée être une des équipes qui est favorite pour le titre de la Coupe MLS. Et on va s'imposer sur le score de 2-4. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe à deux visages, Mathias? Non, pas du tout. Il faut aussi penser à l'adversaire. Hein. Je sais qu'ici à Montréal, on est très habitué à regarder juste notre côté de l'assiette et pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais je pense que les deux fois, Montréal a fait son match. Peut-être un petit peu moins bien contre Nashville parce que c'est un adversaire contre qui il aurait pu être un petit peu plus original, on va dire comme ça, et chercher d'autres solutions. Peut-être pas les bonnes, mais pour moi, il n'y a pas une grosse différence entre les deux Je prestations. suis d'accord. Nashville, par contre, a très bien fait son match, alors qu'Orlando, pas du tout. Puis Nani s'est fait foutre dehors. Mais il ne faut pas oublier qu'avant l'exclusion de Nani, qui, oui, est un tournant du match, parce que si Orlando avait peut-être pu jouer à 11 tout le temps, comme entre la 40e et la 70e minute, ça aurait été plus difficile. Certes, mais avant l'exclusion de Nani, le match avait peut-être l'air équilibré, mais c'est Montréal qui était l'équipe la plus dangereuse et qui menaçait beaucoup plus le gardien adverse. Donc même à 11 contre 11, Montréal faisait son truc, alors qu'Orlando était méconnaissable par rapport à ce qu'on a pu en voir cette saison. Nashville, c'est une équipe très appliquée d'un bout à l'autre du terrain. Et Nashville n'est pas du tout passé à côté de son sujet et a rendu la tâche très, très difficile à une équipe montréalaise qui, pour moi, était un peu moins bonne contre Nashville que contre Orlando, mais pas vraiment de visage très, très loin de là. Ben, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, je trouve même que Montréal a fait un bon match contre Nashville, mais bon, ça, c'est une paire de manches. On n'est pas là pour parler du match de Nashville, un peu plus sur celui d'Orlando. Je trouve qu'ils avaient fait quand même un bon match face à Nashville. C'est juste que l'adversaire était juste trop fort et bien en avance dans sa maturité en tant que collectif et en tant qu'équipe par rapport à CF Montréal. Après, contre Orlando, j'ai été surpris, mais on a comme l'impression qu'on a presque tout fait juste du côté d'Orlando. Éric, ton impression un peu sur ces deux matchs-là et répondre à la question, est-ce que selon toi, tu es d'accord avec nous, c'est pas une équipe à deux visages ou tu es un peu plus nuancé dans ta réponse? Non, c'est pas une équipe à deux visages. Moi, je vois beaucoup de continuité match après match. J'ai envie de dire aussi un petit peu de tournage en rond, si ça se dit. Je trouve que ça commence en fait à stagner. C'est un peu ce que je vois. Il y a des patterns qui reviennent. Il y a des choses qu'on pourrait améliorer, mais qui ne sont pas améliorées. Il y a des choses qui tournent en rond un peu partout. J'ai peur pour le reste de la saison, honnêtement. Bon, les 3 points à Orlando, comme Mathias l'a bien exprimé,
il faudrait peut-être envoyer un petit backchiche à Orlando là-dessus, parce que franchement, ils se sont un petit peu tirés dans le pied, puis ça a facilité un peu la tâche, même si à 10 contre 11, ils ont quand même marqué 2 fois. Je sais pas, moi, je reste un peu sur ma faim. Tu as été un petit peu, je veux dire, je t'ai trouvé un petit peu positif dans ta description un petit peu là, du travail de Wilfried Nancy. Je trouve que oui, il fait du bon boulot. Maintenant, je pense qu'avant de juger, il va falloir voir la saison prochaine parce que c'est vraiment là, à mon avis, qu'on va pouvoir juger un petit peu la qualité là, de l'entraîneur. Parce qu'en ce moment, comme je dis, ça tourne en rond. Ouais. C'est sûr que c'est parce qu'il y a certaines lacunes dans l'effectif, ça c'est une certitude. Ce qui est positif, par contre, par rapport aux années précédentes, pré-Renard, c'est que maintenant, on sait qu'on a un directeur sportif qui voit et est capable d'identifier ces lacunes-là et qui va probablement agir pour les combler. Donc, c'est ça. Techniquement, l'année prochaine, Wilfried Nancy devrait avoir un effectif meilleur, dans lequel, techniquement, les faiblesses devraient avoir, sans dire disparu, au moins avoir été gommées d'une certaine manière. Donc, c'est là, je pense, qu'on va voir toute la qualité de son travail. Ça va être une saison pivot pour lui. Mais cette saison, je ne sais pas, moi, je commence à sentir un certain essoufflement. C'est un peu toujours la même tambouille qu'on nous sert à chaque match. Et puis, je trouve que ça manque un petit peu comment dire, un petit peu de fantaisie tactique, je dirais. Un petit peu cette semaine, tu sais quoi, on va essayer autre chose. On va essayer de les surprendre en faisant ci, en faisant ça. Un tel, au lieu de le faire jouer comme ça, on va le faire jouer plus haut. Je trouve que ça manque. C'est toujours un petit peu le même CF Montréal qu'on voit sur le terrain. Puis plus on avance dans la saison, ouais, tu n'es peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, je sais. Non, pas à 100%, non, mais ouais. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est drôle parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Ouais, c'est ça, exact. Mais plus on avance dans la saison, plus j'ai l'impression que les adversaires savent à quoi s'attendre de ce Montréal qui, en début de saison, finalement, personne ne savait comment il allait se présenter. Puis, il manque un espèce d'élément de surprise depuis quelques matchs. Puis, par exemple, contre Nashville, on aurait pu essayer d'amener un nouvel ingrédient dans la soupe, quelque chose, je sais pas. Je trouve que je sais pas, c'est triste un peu. Je te comprends. Je trouve que pour une première année, et c'est là peut-être la petite nuance que j'aurais dû apporter, pour une première année, je trouve très positif pour Wilfried Nancy. Première année en tant qu'entraîneur-chef. Oui, tout à fait. Il y a une certaine continuité dans le projet. Il a pris l'équipe vraiment de là où elle était avec Thierry Henry. Il y a une continuité dans le projet. On n'a pas senti, il y a eu et je pense que Mathias va nous en parler, il y a eu des changements entre Thierry Henry et Wilfried Nancy. Mathias a écrit un super article sur Québec Soccer par rapport à ça, donc je vais laisser s'exprimer par rapport à ça, mais on a une certaine continuité dans le projet, n'est-ce pas, Mathias? Oui, et puis même sans aller dans ces détails-là, je vous invite à lire l'article de Québec Soccer parce que sinon, je vais faire beaucoup trop long et on va dépasser le temps qu'on a déjà consacré à la Tribune 132. C'est que je veux revenir sur la fantaisie d'Éric et puis je trouve que Wilfried Nancy, en fait, il fait ce qu'on attend de l'entraîneur de Montréal cette année, peu importe qui ça aurait été. Sauf que lui, c'est sa première année comme entraîneur principal. Donc, c'est clair que c'est une bonne surprise parce qu'il avait ses preuves à faire. Et jusqu'à présent, par rapport à cette année, au contexte de cette année et aux attentes, il le fait. Je suis totalement d'accord avec Eric. Il faudra voir l'année prochaine. Le côté fantasy, je trouve aussi que ça en manque parfois. C'est vrai qu'à certains moments, il faudrait peut-être essayer des choses. Et je pense qu'on Nashville, par exemple, essayer de secouer un petit peu le cocotier sur les côtés, ce qui ne s'est pas assez produit. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est en partie fait exprès aussi, dans le sens où cette année, j'ai toujours l'impression qu'on répète des gammes et on essaye de les améliorer match après match, semaine après semaine, et de les connaître par cœur pour l'année prochaine, justement, être tellement à l'aise avec ces gammes-là
qu'on peut passer plusieurs caps grâce, aux joueurs qui vont compléter l'effectif parce qu'il y a des petits problèmes à certains postes, et deux, justement la plus-value que après des variations pourront apporter. Donc, je me dis que cette année, oui, ça manque parfois de fantaisie, mais ça ne me dérange pas du tout parce que si ce manque de fantaisie permet de mieux connaître les gammes pour être encore plus fort l'année prochaine, j'achète. Bon, dernière question avant de clôturer ce pod, et je pense que c'est une question, j'espère qu'il ne va pas prendre trop de temps parce que je pense que c'est une question sur laquelle on est tous les trois pas d'accord. En tout cas, je ne sais pas si vous deux, entre vous, vous êtes d'accord, mais je sais que moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Qui au milieu, à côté de Victor Wanyama? La question qui brûle, la question qui tue, la patate qui explose, on peut l'appeler ce que vous voulez. Qui, aux côtés de Victor Wanyama? Vous connaissez ma réponse, je vais la détailler un peu plus tard. Je laisse commencer Mathias cette fois-ci parce que je sais, ou sinon la patate, il n'en restera plus grand-chose si je la passe à Eric. Donc, vas-y Mathias. Moi, je suis désolé, mais la patate, je ne vais pas en faire une recette habituelle qu'on connaît. Je vais créer créatif. Je ne sais pas si ça marcherait ou pas, j'en sais rien, mais je serais très curieux, moi, de voir Mihailovic à ce poste-là. Parce que Mihailovic, c'est un des rois en MLS de ce qu'on appelle l'attaque accélérée, c'est-à-dire ce sont des passes qui cassent des lignes et qui changent le rythme du match. Et donc, s'il joue un peu plus bas, avec un peu plus d'espace et qu'il pouvait faire ce genre de passe-là, encore mieux. Un petit peu comme Kevin De Bruyne à Manchester City, par exemple. Je serais curieux de voir ce que ça peut donner. Après, évidemment, il faut revoir certains rôles par rapport au travail défensif et d'autres choses. Mais honnêtement, et là, je parle par rapport à l'effectif actuel, je serais très, 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 très curieux de voir ça. Évidemment, les infiltrations de Mihailovic, quand il se retrouve devant le but, il y en aurait beaucoup moins et ça manquerait. Donc, il y a des choses à compenser. Malheureusement, Toye est blessé parce que Mihailovic, dans ce rôle-là, avec Toye soutenu par Kyoto et Torres, je ne sais pas, c'est vrai que c'est risqué. Mais j'aurais trouvé ça intéressant à regarder. Après, ça aurait peut-être complètement foiré, j'en sais rien. Mais voilà, on parle de fantaisie et des risques. Je me jette dans la fantaisie et dans le risque. OK, c'est quand même assez intéressant. Après, il n'a pas été très bon à Chicago dans ce rôle-là, en tout cas, de ce que moi je me rappelle. Après, c'est sûr qu'être à côté de Victor Wanyama, c'est complètement différent qu'être à côté de, je pense que c'était Dax McCarthy dans le temps où lui, il a joué dans ce poste-là. Ouais, et puis, ce n'est pas non plus la même configuration tactique du tout. Oui, effectivement. C'est le système. Je pense que Mihailovic, dans ce rôle-là, il y convient. Mais si tu fais un 4-4-2 en losange et que tu mets Mihailovic dans ce rôle-là, non, pas du tout. Ouais. Mais là, en 3-4-2-1, avec un purement défensif et un plus offensif, et je fais le rapprochement avec De Bruyne, et surtout avec ce qu'on voit de Mihailovic cette année, avec ses passes qui cassent des lignes, qui font beaucoup de bien, parce que les attaques accélérées, Montréal est très fort là-dessus. Kyoto est très bon aussi pour aller chercher ses ballons, et peut-être que Kyoto, justement, s'il pouvait jouer en soutien d'un attaquant de pointe, il pourrait compenser le recul de Mihailovic, mais malheureusement, en pointe, ça ne marche pas avec Janssen, mais ça, c'est un autre débat dans lequel on ne se lancera pas aujourd'hui. Ouais, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On va rester dans le milieu. Je vais répondre, moi, avant de te laisser la parole, Eric, si tu me permets. Moi, c'est très simple et c'est Samuel Piette. Et je m'explique. Je sais que vous ne l'aimez pas, ma réponse, mais je m'explique. J'ai comme l'impression que Samuel Piette, à côté de Victor Wanyama, libère Victor Wanyama. Et j'ai comme l'impression que Victor Wanyama joue de loin plus à un jeu beaucoup plus, je ne vais pas dire offensif, mais se permet d'aller vers l'avant beaucoup plus souvent que quand il le fait, quand il y a un Ahmed Hamdi à côté de lui ou même un Amar Sejdic au début de saison ou qui ce soit. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais justement, c'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on veut que Wanyama soit un créatif, un joueur qui va vers l'avant? Pas créatif. Je ne suis pas en train de être créatif. Je suis en train de dire que c'est quelqu'un qui apporte son côté physique vers l'avant et on sait que physiquement, c'est un monstre. Il n'y a personne en MLS qui est capable de lui prendre le ballon. Il n'y a personne qui est capable de gagner un duel physique face à lui. Tu ajoutes ce genre de, si je peux me permettre, ce genre de duel physique proche de la surface et ça crée des dangers. Moi, je trouve ça quand même très intéressant. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dribbler 4 personnes comme ce que Hamdi pourrait faire ou est supposé faire ou un autre style de joueur comme Mihailovic, comme tu l'as proposé. Mais j'ai comme l'impression… En fait, tu essayes de mettre Wanyama à côté de Wanyama. En fait, tu donnes le rôle du gars à côté de Wanyama à Wanyama et tu donnes le rôle de Wanyama à ce moment-là. Exactement. C'est exactement ce que je ferais et j'ai bien aimé les rares fois où il a joué
joué avec Piet, où il a pris ce genre de rôle-là. On l'a vu créer de très belles choses. Même à un moment donné, dans une conférence de presse, je lui ai dit, écoute, tu as eu 3 tirs au but, tu n'en as marqué aucun. Est-ce que tu vas en marquer un de ces jours? Il me fait, oui, j'aurais dû en marquer. Presque jamais en Angleterre. Je comprends, mais parce qu'il n'avait pas ce rôle-là. Parce qu'il n'avait pas ce rôle-là. Ici, en MLS, il est capable d'avoir ce rôle-là. Il l'a montré. Et j'ai comme l'impression que j'ai envie de lui dire, tu sais quoi? Prends-le ce rôle-là, je te donne ce rôle-là. C'est pas un joueur qui fait des passes décisives, c'est pas à lui d'aller, et même s'il marque un beau tir de loin de temps en temps, Mihailovic, il t'en fait des passes décisives. Amdi, il est censé en faire. Le joueur qui joue à ce poste-là, ça doit être un donneur d'assist, ça doit pas être un Wanyama. Ah, pas d'accord, encore une fois. Je pense qu'il pourrait être un donneur d'assist, comme tu le dis, de passes décisives, quelqu'un qui visionne le jeu, qui a une bonne vision de jeu, mais on pourrait aussi avoir le genre de personne qui est là et qui montre un certain duel physique en gardant le côté de création à Djordje Mihailovic dans ce rôle de numéro 10 hybride, on va l'appeler comme ça. Eric, je te laisse parler de ça. Oh, là, on est en train de se disputer, Mathias et moi. Donc, je vais laisser Eric s'exprimer par rapport à ça. Voilà, bon, arbitrer, je sais vers où il va aller, mais quand même, vas-y. Je suis désolé, Adi, mais je ne vais pas prendre ton côté cette fois-ci. Je ne comprends absolument pas, regardant tout ce qu'il a donné dans ce poste-là, pourquoi on enlèverait Wanyama pour lui donner un rôle différent. C'est, comment dire, c'est la pierre d'assise de tout ton système, ce gars-là. C'est la pierre d'assise du système complet. Tout repose sur lui. Pourquoi l'enlever et risquer que tout s'écroule autour? Maintenant, j'aime beaucoup la proposition de Mathias, et c'est un petit peu le genre de fantaisie auquel je pensais quand je parlais de Wilfried Nancy. C'est amener notre ami Mihailovic dans un tel rôle, ce serait une expérience assez intéressante à faire. Et puis, pourquoi pas contre une équipe où les choses vont plutôt mal, comme par exemple Chicago, je sais pas, ça serait bien. Tu sais, tu choisis ton match, tu te dis, cette fois-là, on va essayer un truc différent, on va essayer de surprendre l'adversaire, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on a le temps de s'ajuster en cours de match, et puis on revoit un petit peu les positions, et puis voilà. Mais oui, absolument, Mihailovic dans un rôle à la De Bruyne, ça serait une très bonne idée. Et puis j'ai même envie de dire, avec l'arrivée prochaine, voire imminente de Matko Miljevic, qui pourrait à ce moment-là prendre carrément la place de Mihailovic. Là, à ce moment-là, tu as 2 dribbleurs en soutien de Kyoto. Ça commence à faire du poids devant là, pour la défense. Donc, moi, je serais pour ça, honnêtement. C'est un truc que je n'avais pas vraiment envisagé. Je m'attendais plutôt à un recrutement cet hiver pour combler ce poste-là, parce que ça prend un profil quand même assez particulier pour jouer dans cette position-là. Moi, j'imagine toujours un joueur de la trempe de Jemaili, par exemple, ça ferait une grosse différence dans le jeu du CF Montréal. Juste un gars avec ce profil-là, ça fluidifie. On va oublier ça. Ça améliorerait le jeu. Ça lui donnerait plus de fluidité. Ça lui donnerait plus de fluidité, voilà. Ça lui donnerait beaucoup plus de verticalité aussi. Hein. On se souvient qu'après le match contre Nashville, Nancy avait dit que ça manquait de fluidité dans le jeu, blablabla, ça manquait de verticalité. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ça te prend un type avec ce profil-là qui va être capable d'animer un petit peu les mouvements offensifs dans une position un peu plus reculée sur le terrain. Puis Mihailovic, oui, pourquoi pas. Surtout si tu mets Miljevic à sa place, puis que là, tu te retrouves avec ces 2 dribbleurs-là qui peuvent défoncer la défense allègrement. Et puis avec sensiblement aussi l'apport de Broguillard sur le côté et puis Chouanière de l'autre. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec cette idée-là. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai rien contre Samuel Piet, mais quand on regarde la qualité des joueurs qui sont dans l'effectif en ce moment, quand on regarde le style de jeu qu'on veut amener, quand on regarde la tactique employée, ce qu'on veut apporter sur le terrain, je suis désolé, mais je vois de moins en moins de place pour lui dans le 11. Donc, oui, ce gars-là a toujours un rôle à jouer à Montréal. Oui, il va donner des bonnes minutes. Oui, il est important. Mais comme titulaire, c'est de plus en plus compliqué pour lui, à mon avis.
je suis un peu d'accord. Je vais quand même te donner un peu raison, Adi. Je suis un peu d'accord avec toi. Contre les grosses équipes où tu as besoin de plus d'appui défensif, c'est sûr que là, il a un rôle à jouer à côté de Wanyama. C'est clair, net et précis. Par exemple, contre Orlando, qui combine quand même assez bien, c'était pas un choix complètement ridicule. Maintenant, quand tu joues contre Chicago, tu as besoin de plus. Tu joues contre Chicago, tu as besoin de plus, ça c'est sûr. Et puis, de façon générale, de toute façon, puisque ils ne s'en cachent pas non plus, là, que ce soit Nancy ou Renard, ils ont déjà mentionné que l'objectif, c'est un peu de saisir le ballon et puis de jouer la possession et puis de s'installer dans le camp adverse. Maintenant, si tu veux jouer comme ça, si ton 8, c'est Samuel Piette, tu t'aides pas, quoi. Puis on l'a vu, je veux dire, l'échantillon est quand même assez large. Là. On l'a vu en 2020. Oui, il a progressé à ce niveau-là. C'est quand même pas si compliqué de progresser à ce niveau-là quand il n'a jamais joué. Après, je veux dire, tu es nul en partant, tu peux juste t'améliorer, ça c'est sûr et certain. Mais je ne pense pas qu'il a le volume de jeu, le profil, les réflexes pour jouer là de manière constante. Ouais, écoute, je rajouterais une chose par rapport aussi aux objectifs. Ça répondra peut-être aussi à une autre des questions que tu nous avais posées avant l'émission, Adi. C'est que sous Wilfried Nancy, je trouve que Montréal est quand même plus ou moins là où il devait être, dans la mesure où souvent on stigmatise c'est une équipe qui est nulle contre les mauvaises équipes et qui se surpasse contre les bonnes. Mais cette année, c'est plutôt des bons résultats contre les équipes moins bien classées et des moins bons contre les équipes mieux classées, ou alors contre des équipes en forme ou en méforme, parce que on peut prendre l'exemple de Miami qui est bien classé en ce moment, mais qui n'en touchait pas une quand Montréal les a affrontés. Et si ça doit continuer comme ça, l'objectif évidemment c'est d'être de mieux en mieux classé. Donc tantôt on parlait les matchs où il faut défendre et les matchs où il faut attaquer et dominer. L'objectif, évidemment, c'est d'attaquer et de dominer le plus en plus de matchs possible, parce que, c'est l'objectif de jeu voulu par le club, et si l'équipe est à sa place dans le classement, il faut que cette place soit de plus en plus haute, c'est normal, il y a de l'ambition, et qui dit place de plus en plus haute, dit de plus en plus de clubs qui sont moins bien classés que toi, et contre qui tu prends les choses en main. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, bon, on a vu les résultats. Hein. Les résultats parlent pour mon idée. Donc, c'est aussi simple que ça. 4 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. Je pense avec Samuel Piette, si j'ai les bonnes statistiques, avec Samuel Piette aux côtés de Wanyama. Donc, après, je pense que vous avez complètement raison. J'aimerais bien aussi voir Mihailovic aux côtés de Piette, à côté de Wanyama, ce serait quand même une très, très bonne idée. Je trouve au moins d'essayer. Je ne suis pas trop convaincu que ça marche parce que j'ai comme l'impression que Mihailovic a besoin de jouer un peu plus haut. Mais en tout cas, on verra. Ça va être très intéressant. Les amis, ça a été extrêmement intéressant comme podcast, je trouve, pour un peu vraiment parler de tout ce qui se passe autour de CF Montréal. Sportivement, il y a une saison quand même très intéressante à voir. On a Montréal qui est en 6e position avec 34 points. À égalité avec DC en 5e, puis New York City FC avec 1 point de plus seulement. Derrière eux, il y a 3 équipes aussi, 4 équipes qui pourraient venir ravir la place. Chaude lutte du côté de l'Est. Mathias Malas, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir fait part de ton expertise, que tu aies raison ou non. On va dire ça comme ça. Merci encore. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Et Éric Chenois, c'est ta première fois sur Culture Soccer. Tu as déjà été là sur CS à l'érable, mais première fois sur Culture Soccer, c'était un énorme plaisir de t'avoir ici. Ça m'a fait vraiment grandement plaisir. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Adi. C'était un plaisir pour moi. Et à bientôt, espérons-le. À bientôt, tout le monde. Donc, moi, je vais vous dire merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine ou pas pour un nouveau podcast de Culture Soccer.